messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction. Nous vous l'avions annoncé dans notre précédente édition, voici donc notre deuxième numéro spécial loi de finances. Après un premier magazine consacré à la fiscalité des entreprises, les rédacteurs de la rédaction fiscale de la revue Fiduciaire ont sélectionné pour vous les mesures phares de la loi de finances pour 2019 côté fiscalité des particuliers et du patrimoine. J'accueille pour commencer Claire Garabédian, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale. Ensemble, nous allons évoquer les nouveautés concernant le prélèvement à la source et la fiscalité applicable aux particuliers non résidents. Bonjour Claire. Bonjour Marianne. Alors Claire, ça y est, nous y sommes. Depuis le 1er janvier 2019, la machine du prélèvement à la source est en marche, si je puis me permettre. Il y a cependant encore quelques aménagements et finalement, malgré tous les efforts réalisés, les salariés des particuliers employeurs ne seront soumis à la retenue à la source qu'en 2020. Alors pourquoi ce décalage de 2019 à 2020 ? Alors on l'a vu, c'est une réforme qui est quand même lourde à mettre en œuvre. Il faut informer les RH, il faut informer les salariés. Il a fallu mettre en place, adapter les canaux de la DSN, les logiciels de paye. Et donc forcément, ça prend un peu plus de temps que prévu. Parce qu'initialement, en fait, il était prévu que les particuliers employeurs qui passent par un dispositif simplifié de paiement des cotisations sociales, en fait, Page Emploi, CESU, GUSO, passe également par ce canal pour collecter et reverser la retenue à la source. Donc en gros, que le particulier employeur déclare via ce dispositif, ça passe dans la moulinette et il n'a rien à faire, il n'a pas à retenir la retenue et la reverser auprès de l'administration. Sauf qu'en fait, le seul qui était prêt au 1er janvier 2019, c'est le GUSO. Donc c'est le guichet unique du spectacle occasionnel. Donc, on repousse pour Page Emploi et CESU au 1er janvier 2020. Donc, concrètement, on parle des salariés qui sont employés à domicile d'un particulier employeur. Donc, tout ce qui est nounou, jardinier, femme de ménage ou homme de ménage, assistant et assistante maternelle et employés d'un exploitant agricole. Voilà, c'est vraiment eux qui sont concernés. Et donc, en conséquence, forcément, il y a un régime transitoire pour 2019. Il ne va pas rien se passer pour eux. Donc, les particuliers employeurs qui utilisent CESU ou Page Emploi, en fait, ils sont dispensés de collecter une retenue à la source pour leurs salariés en 2019. Donc, ces salariés basculent sous le système des acomptes de septembre à décembre 2019. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas collecté, ça sera directement prélevé sur leur compte bancaire. Donc, des acomptes de septembre à décembre 2019, directement calculés sur leur revenu 2018. Voilà. Donc, après, ils rebasculent au système de la retenue au 1er janvier 2020. Et puis, accessoirement, le législateur a prévu un mécanisme d'étalement du solde de l'impôt sur le revenu de 2019 jusqu'en décembre 2021. Ça sera à la marge, c'est assez particulier. D'accord, donc on peut dire que tout reviendra à la normale ou presque en 2020 pour les salariés des particuliers employeurs. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements du prélèvement à la source à nous signaler ? Oui, alors c'est tout d'abord la mise à jour des grilles du taux non personnalisé. Donc le taux non personnalisé, c'est celui qu'on appelle par défaut, ou le taux neutre, ou le taux barème. Parce qu'en fait, c'est un taux qui s'applique quand l'administration n'a pas l'information et qu'elle n'a pas pu le transmettre à l'employeur, et qui s'applique en fonction en fait, de la base nette imposable dans le champ du prélèvement à la source. Donc ces grilles sont mises à jour et vous les retrouvez dans nos publications. Autre chose, c'est le détail du calcul du taux de prélèvement à la source et le détail du calcul des acomptes. Ça, c'était une forte demande des contribuables La formule est assez complexe, mais au final, c'est vrai qu'ils se retrouvent avec un taux sans forcément comprendre comment il a été calculé. Donc désormais, pour les prochains calculs, vous ne l'avez pas forcément pour le taux là que vous avez, mais les prochains calculs, l'administration communiquera le détail du taux et du calcul détail des acomptes pour la prochaine fois. Très bien. Et puis, dernier point un peu plus particulier, c'est au sujet de l'avance de crédit d'impôt. Parce que vous vous rappelez, donc le taux de prélèvement à la source ne prend pas en compte les réductions et les crédits d'impôt. Donc, le législateur, il avait trouvé un système pour dire, pour éviter d'avancer, que le contribuable avance l'argent jusqu'en septembre, au moment où son avis est émis et où on prend vraiment en compte les crédits d'impôt, les réductions d'impôt. Il avait pensé à un système où il fait une avance de crédit d'impôt.
Donc en principe, le contribuable devait recevoir une avance avant le 1er mars de 30% du montant des crédits d'impôt obtenus de l'année précédente au titre des frais de garde de jeunes enfants et de l'employé à domicile. Ce qui se passe, c'est que le législateur a étendu cette avance à d'autres réductions et crédits d'impôt, donc les dons, le Pinel, que ce soit beaucoup plus large, et également a augmenté le taux de 30 à 60%. Donc en principe, là, les contribuables ont déjà reçu par virement bancaire au 15 janvier une avance de 60% du crédit d'impôt obtenu au titre de l'année précédente. Donc attention, on a également fait publier un article dans le Feuillet Hebdo pour alerter nos lecteurs sur les potentielles régularisations qui seraient liées à cette avance. Parce que, effectivement, si le crédit d'impôt, en fait, le contribuable n'est pas censé recevoir de crédit d'impôt en 2018, donc c'est toujours basé sur 2017, il va devoir rembourser cette avance qu'il a reçue. Donc voilà, petit point, j'en profite. Merci. Merci Claire pour ces précisions. Alors voilà donc pour les derniers aménagements du prélèvement à la source. Autre réforme importante, la fiscalité des non-résidents. Quels sont les changements qui vont les impacter, Claire ? Alors, il y en a plusieurs, et surtout ce qu'il faut bien distinguer, ce qui s'applique dès le calcul de l'IR 2018, donc c'est-à-dire c'est là pour tout de suite, et des changements qui seront applicables à compter du 1er janvier 2020. Ce qui est applicable dès le calcul de l'IR, donc l'impôt sur le revenu 2018, c'est tout d'abord la hausse du taux minimum d'imposition. Donc les non-résidents ont un taux minimum d'imposition de 20%, ou de 14,4% si les revenus de source française en fait, ont une origine située en outre-mer et pas en métropole. Donc de 20% si c'est d'origine en métropole. Ce qui se passe, c'est que le taux minimum d'imposition passe de 20 à 30% pour la fraction de revenus de source française supérieure à 27 519 € pour les revenus donc, ayant leur source en métropole. Et il passe de 14,4% à 20% pour la fraction de revenus de source française supérieure à 27 519 € ayant leur source en outre-mer. Première chose. Deuxième point, donc toujours sur ce taux minimum d'imposition, c'est qu'en fait le contribuable peut toujours demander l'application de son taux moyen d'impôt sur le revenu. Le taux moyen d'impôt sur le revenu, c'est le taux qui résulte de l'application du barème progressif, qu'on connaît tous, mais appliqué à l'ensemble de ses revenus, donc français et étrangers. Et s'il estime que ce taux moyen d'imposition est inférieur au taux minimum de 20 ou 30%, il demande l'application de ce taux. Et la nouveauté, j'y arrive, c'est qu'il pourrait demander la déduction de ses pensions alimentaires. Alors qu'auparavant, en fait, les non-résidents, ils ne peuvent déduire aucune charge de leurs revenus et ils ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, réduction d'impôt. Donc là, ils pourraient déduire la pension alimentaire, mais c'est comme toujours, c'est sous condition. Donc attention. Et deuxième pan donc, de la réforme, qui elle s'applique à compter du 1er janvier 2020, c'est que les non-résidents, donc pour leur salaire, pension, rente viagère, en fait, elles sont soumises à un barème de retenue à la source qui est en fait au taux de 0, 12 et 20% qui dépend de certaines tranches. Ce barème est supprimé à compter du 1er janvier 2020 et en contrepartie, en fait, ces revenus seront soumis au taux du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source que l'on connaît. Donc, les taux seront calculés comme pour les résidents. Donc, ce sera le taux personnalisé, commun, individualisé ou non personnalisé, donc le fameux taux barème, taux par défaut, taux neutre. La base de la retenue à la source sera calculée comme pour les résidents. Donc, ça sera le salaire net imposable avant application de la déduction forfaitaire de 10%. Et dernier point, c'est que donc quand on était au barème de la retenue à la source au taux de 0, 12 et 20, il y a toujours une tranche du salaire qui était libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc on n'allait pas recalculer de l'impôt sur le revenu derrière dessus. Et bien là, c'est la fraction des sommes qui sont soumises à la retenue à la source et qui n'excèdent pas un montant annuel de 42 370 € qui reste libératoire de l'impôt sur le revenu. Voilà pour la réforme
applicable aux non-résidents Très 2018 et 2020. Merci Claire pour ces précisions. Alors pour conclure sur la fiscalité applicable aux particuliers non résidents, je vous invite à regarder notre précédent magazine en direct de la rédaction du 19 décembre dernier. Dans ce magazine, nous avons parlé de l'exonération totale de plus-value immobilière dont peuvent enfin bénéficier les non-résidents qui cèdent à compter du 1er janvier 2019 leur ancienne résidence principale en France après expatriation. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les non-résidents. On reste dans les plus-values des particuliers et j'accueille Sophie Delage, rédactrice spécialisée pour faire le tour des mesures de la loi de finances pour 2019 sur le sujet. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors Sophie, nous allons parler cession d'actifs numériques, report d'imposition obligatoire et prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, appelé encore PFU ou flat tax. Voilà le programme. Par quoi souhaitez-vous commencer ? Moi, je vous propose de commencer par la cession des actifs numériques, puisque la loi de finances pour 2019 vient de créer un nouveau régime d'imposition des plus-values des particuliers pour les cessions d'actifs numériques réalisées à compter du 1er janvier 2019. Donc cette nouvelle catégorie des plus-values des particuliers s'ajoute à celles qui existent déjà. Donc on en avait déjà 3, maintenant on passe à 4, à côté donc des plus-values sur biens meubles, plus-values sur titres ou encore plus-values immobilières. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut définir précisément ce que sont des actifs numériques ? Alors, c'est simple parce que l'article 150 VH bis, nouveau du Code général des impôts, nous donne la définition. Donc je la reprends. Donc les actifs numériques sont constitués par les jetons autres que ceux assimilables à des instruments financiers et également toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise par une banque centrale ou une autorité étatique, mais qui peut servir de monnaie d'échange. En bref, ce sont les monnaies virtuelles, les bitcoins, Ether, Dash, qui sont stockées sur un support électronique, ce qu'on appelle la blockchain, et qui permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens ou des services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Quelles sont les opérations visées par le nouveau régime des cessions d'actifs numériques ? Alors, ce nouveau régime d'imposition des plus-values sur cession d'actifs numériques avec son régime fiscal propre ne recouvre que les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers. Du coup, l'achat-revente à titre habituel d'actifs numériques continue de relever des bénéfices industriels et commerciaux, donc les BIC. Ce qu'on appelle les gains de minage, c'est-à-dire les gains d'actifs numériques qui sont attribués au contribuable en rémunération de sa participation au fonctionnement de la blockchain, notamment grâce à la fourniture de ressources informatiques, ces gains-là continuent, eux, de relever des bénéfices non commerciaux, les BNC, et puis enfin les gains qui ont été réalisés à titre particulier, à titre occasionnel par les particuliers antérieurement au 1er janvier 2019, ces gains-là restent soumis au régime d'imposition des plus-values sur biens meubles, puisque le Conseil d'État, dans un arrêt important du 26 avril 2018, a considéré que puisque les actifs numériques étaient des biens meubles incorporels, leur cession devait relever du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles. Donc ça, c'est uniquement pour les gains réalisés avant 2019. Donc le régime de ces gains-là, c'est un taux de 19% plus les prélèvements sociaux et ces impositions-là doivent être acquittées dans le mois qui suit la cession. Alors question, pour les gains réalisés par les particuliers à titre occasionnel à compter du 1er janvier 2019, qu'est-ce qui va déclencher l'imposition ? Les cessions d'actifs numériques contre de la monnaie ou des biens ou des services ou les échanges d'actifs numériques entre eux ? Alors ce qui va déclencher l'imposition, c'est uniquement l'acquisition d'une monnaie ayant cours légal, par exemple de l'euro, ou encore l'acquisition de biens ou services, par exemple du matériel informatique, en échange d'actifs numériques comme du bitcoin ou de l'Ether ou du Dash. En revanche, les actifs numériques échangés contre d'autres actifs numériques ne déclenchent aucune imposition. Ces opérations d'échange entre crypto-monnaies bénéficient d'un sursis d'imposition et ce sursis d'imposition ne prend fin qu'au moment de la cession des actifs numériques reçus en échange contre de la monnaie ayant cours légal ou contre des biens ou services. Et puis par ailleurs, si le contribuable réalise des cessions d'actifs numériques pour un montant
annuel inférieur à 305 €, eh bien là encore, on n'aura pas d'imposition. Et qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle catégorie de plus-value des particuliers? Alors, c'est l'assiette de la plus-value d'actifs numériques qui comprend aussi bien les plus-values et moins-values réalisées sur l'ensemble du portefeuille, comme c'est déjà le cas en matière de retrait sur un PEA ou encore en cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance vie. Donc cette part imposable de plus-value latente, la plus-value latente du portefeuille qui est égale à la différence entre sa valeur au moment de la cession et le prix d'acquisition des actifs numériques, eh bien cette part imposable de plus-value latente correspond à la valeur des actifs cédés sur la valeur totale du portefeuille. Pour un exemple, voilà, imaginez vous avez un portefeuille d'actifs numériques dans lequel vous détenez 1000 bitcoins que vous avez acquis 50 000 €. La valeur de votre portefeuille aujourd'hui est de 100 000 €. Donc, on a une plus-value latente égale à 50 000 €. Eh bien, si vous cédez 50% de votre portefeuille, eh bien, la plus-value sera égale à 25 000 €. Et puis, l'autre particularité, c'est que si jamais vous réalisez des moins-values, eh bien, ces moins-values ne seront imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et sans possibilité de report sur les années postérieures, sur les années suivantes, comme c'est le cas en matière de plus-value sur titre. Maintenant qu'on a déterminé la plus-value imposable en cas de cession d'actifs numériques, comment l'impôt va-t-il être calculé et payé? Alors, ces cessions d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers à compter du 1er janvier 2019 eh bien, vont être taxées à 12,8%. Plus les prélèvements sociaux de 17,20%, ce qui nous fait donc une imposition globale de 30%. Mais pour ces gains-là, eh bien, le contribuable ne pourra pas opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que si le contribuable opte pour le barème progressif de l'impôt pour ses revenus de capitaux mobiliers réalisés, perçus en 2019 et pour ses plus-values sur titre réalisées en 2019, eh bien, ça n'aura aucun impact sur l'imposition forfaitaire qui touche ces gains d'actifs numériques. D'accord. En ce qui concerne les plus-values sur titre des particuliers, la loi de finances pour 2019 modifie les conditions du réemploi économique dans le report d'imposition obligatoire. Pour rappel, en cas d'apport de titre à une société soumise à l'IS que l'apporteur contrôle, la plus-value d'apport fait obligatoirement l'objet d'un report d'imposition. Ainsi, la plus-value d'apport n'est pas imposable au moment de l'apport. Toutefois, si la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés dans les 3 ans de l'apport, le report d'imposition expire et la plus-value d'apport devient imposable, sauf réinvestissement du prix de cession dans une activité économique. En effet, pour que le report soit maintenu, il faut que la société bénéficiaire des titres cédés remploie dans les 2 ans de la cession une partie du prix de cession dans une activité économique. Alors pour les apports réalisés jusqu'au 31 décembre 2018, cette fraction à réinvestir était de 50%. Elle passe à compter du 1er janvier 2019 pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019 à 60%. Donc on a un seuil de réinvestissement qui est durci. Et si le seuil de réinvestissement est augmenté pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019, le champ du réinvestissement éligible est en revanche élargi. En effet, pour que le maintien du report perdure, la société va réinvestir le prix de cession, alors soit dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité opérationnelle, à l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Ça peut être également dans l'acquisition de titres de société opérationnelle dès lors que cette acquisition lui en confère le contrôle, ou encore dans la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés opérationnelles. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019, le champ du réinvestissement est élargi puisque la souscription de parts de fonds d'investissement, donc on parle des FCPR, des FPCI, des SCR et les équivalents européens, dont l'actif est composé à hauteur d'au moins 75% de sociétés opérationnelles, devient une activité éligible au réinvestissement économique. Alors enfin, pour terminer, la loi de finances pour 2019 précise le champ d'application des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%.
Comme vous le savez, les revenus de capitaux mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 et les plus-values mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont imposés de plein droit au prélèvement forfaitaire unique, appelé aussi flat tax, on l'a dit, de 12,8%, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20%, soit une imposition globale de 30%, sauf option globale du contribuable pour une imposition au barème progressif de l'IR. Quelles sont les précisions apportées sur le champ du PFU? Alors, la première concerne les retraits, les gains suite au retrait sur les PEA ou les PEA-PME avant l'expiration de la 5e année. Donc pour les retraits effectués jusqu'au 31 décembre 2018, eh bien, ces gains étaient imposés soit à 22,5% si le retrait intervenait avant l'expiration de la 2e année qui suit l'ouverture, ou bien 19% s'il intervenait entre la 2e et la 5e année d'ouverture. Eh bien, pour les retraits effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux passe à 12,8% avec une possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Bien évidemment, les gains suite au retrait postérieurement à la 5e année d'expiration, eux, continuent d'être exonérés d'impôt sur le revenu, ou encore ceux qui l'ont été avant l'expiration de la 5e année, mais à condition qu'ils servent au réinvestissement pour la création ou la reprise d'une entreprise, eux aussi continuent d'être exonérés. Pareillement, dans le champ d'application du PFU, donc une petite précision qui concerne les gains sur don de titres qui sont éligibles à la réduction d'impôt, d'IFI. Donc cela entre bien dans le champ d'application du PFU avec une possibilité d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et puis dernière extension du PFU, ce sont les gains de carry interest de sources étrangères qui sont perçus à compter du 11 juillet 2018 par les gestionnaires de fonds d'investissement qui établissent leur domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, et bien ceux-ci pourront également bénéficier du prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, sauf option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. En conclusion, est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose en ce qui concerne les plus-values des particuliers? Alors, on peut rajouter une mesure, c'est la possibilité pour les cédants qui vont céder des titres qui relèvent du régime d'imposition des plus-values sur titres, eh bien, de bénéficier d'un étalement de leur impôt sur le revenu afférent à la plus-value lorsque le prix de cession a été payé à terme, c'est-à-dire au moyen d'un paiement fractionné ou d'un paiement échelonné. Alors toutefois, il y a deux conditions pour bénéficier de ce qu'on appelle ce crédit vendeur. Eh bien, d'abord, c'est que la cession doit porter sur une majorité du capital social. Et enfin, à l'issue de la cession, eh bien, la société ne doit pas être contrôlée par le cédant. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Merci, Marianne. J'accueille maintenant Sophie Merchard, rédactrice en chef du Feuillet hebdomadaire. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors Sophie, vous avez choisi d'évoquer les régimes de réduction et de crédit d'impôt des particuliers modifiés par la loi de finances pour 2019 et en premier lieu le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui va finalement s'appliquer aux dépenses de 2019. Oui, en principe, ce crédit d'impôt en 2019 aurait dû être transformé en subvention directe aux travaux sous condition de ressources. Mais en fait, la loi le proroge pour les dépenses payées en 2019 et l'aménage. Alors, pour aider nos abonnés à s'y retrouver, nous avons publié un tableau récapitulatif des dépenses éligibles au CITE en 2019 dans notre feuillet hebdo 3772. Alors, première surprise, les fenêtres reviennent dans le CITE, mais attention au taux de 15%. Effectivement, l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, puisque telle est l'expression, ouvre droit au CITE à condition qu'il s'agisse de remplacer des parois en simple vitrage. Mais pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses vont être plafonnées. Le plafond sera fixé par un arrêté qui n'est pas encore publié à l'heure du tournage. D'après les travaux parlementaires, il pourrait être de l'ordre de 100 € par fenêtre. Et puis pour ces dépenses, le taux du CITE est effectivement ramené à 15%. Le CITE 2019 est également prolongé pour les chaudières. En effet, il est maintenu pour les chaudières à haute performance énergétique
autres celles fonctionnant au fioul, mais seulement à condition qu'un devis ait été accepté et un acompte ait été payé au plus tard le 31 décembre 2018. Il est maintenu aussi pour les chaudières à micro-cogénération gaz, mais les dépenses de 2019 sont retenues dans la limite d'un plafond fixé par arrêté et on va échapper à ce plafond si au plus tard le 31 décembre 2018, un devis a été accepté et un acompte payé. Et puis la loi introduit une nouvelle catégorie de dépenses éligibles, c'est l'acquisition en 2019 de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles à fioul. Et là encore, les dépenses vont être retenues dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Le CITE s'ouvre à des coûts de main-d'œuvre, mais seulement sous condition de ressources. Tous les contribuables ne peuvent donc pas en bénéficier, Sophie. Oui, seuls les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2017 n'excède pas un plafond qui sera fixé par arrêté peuvent bénéficier du CITE en 2019, non seulement sur le coût d'acquisition comme les autres, mais aussi sur le coût de la pose d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Alors je citerai par exemple les poêles à bois, certains poêles à granulés, les chaudières à bois ou autres biomasses, ou encore certaines pompes à chaleur. La liste complète, bien entendu, est dans notre feuillet. Alors dernière nouveauté pour le CITE sous condition de ressources également, les dépenses payées en 2019 au titre de la dépose d'une cuve à fioul ouvrent droit au crédit d'impôt et pour ces seules dépenses, le CITE va être calculé au taux de 50%. Merci Sophie. On passe maintenant à la réduction d'impôt Madelin. Le taux majoré de 25% s'applique finalement aux souscriptions versées en 2019 et pas à celles versées en 2018 comme l'avait prévu la loi de finances de fin 2017. Oui, alors je rappelle que l'application du taux majoré qui constitue une aide d'État en faveur des PME suppose l'accord de la Commission européenne et la publication d'un décret. Le taux de 25% va s'appliquer donc au versement effectué en 2019 à compter d'une date qui devra être fixée par décret, et ce décret devra intervenir dans les 2 mois de la réponse favorable de la Commission européenne. Concernant à présent la réduction d'impôt Censi-Bouvard, elle devait s'éteindre le 31 décembre 2018, mais la loi la proroge pour 3 ans. Oui, effectivement, la réduction d'impôt va donc s'appliquer aux contribuables qui font l'acquisition jusqu'au 31 décembre 2021 de logements neufs ou en VFA, dans certaines résidences avec services ou structures spécialisées, comme des résidences pour étudiants, pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Et c'est la date de signature de l'acte d'achat qui fait foi. On note plusieurs mesures de la loi de finances pour 2019 qui concernent la réduction d'impôt des particuliers pour investissement outre-mer. Alors d'abord, la réduction d'impôt pour investissement productif dans les départements d'outre-mer, elle est prorogée pour les investissements mis en service jusque fin 2025 et les travaux achevés à la même date. Alors effectivement, la période de réalisation des investissements éligibles dans les DOM va être la même que celle qui s'applique dans les collectivités d'outre-mer. De plus, dans les 2 cas, la condition de mise en place d'un dispositif pérenne de financement des investissements éligibles pour remplacer l'avantage fiscal est supprimée. Les investissements dans des navires de croisière d'une capacité maximale de 400 passagers deviennent éligibles à cette réduction d'impôt au taux de 35%. Mais attention, cette extension est encadrée. Oui, alors d'abord, l'avantage s'applique sur agrément. Pour les investissements dans les collectivités d'outre-mer, la demande d'agrément peut être déposée à compter du 1er janvier 2019 et la réduction d'impôt s'appliquera aux navires mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Ensuite, pour les investissements dans les départements d'outre-mer, ce régime doit être notifié à l'Union européenne. La demande d'agrément pourra donc être déposée à partir d'une date fixée par décret et là, dans les 6 mois de la réponse de la Commission. Et seuls les navires naviguant dans certaines zones sont concernés, c'est bien ça? Alors, en effet, ils doivent être affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive, dite ZE, des DOM et des collectivités d'outre-mer. Et pour les navires que l'investisseur met à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement de les utiliser pendant 15 ans au moins. Ce délai minimal de 15 ans concerne aussi les investissements à caractère hôtelier. Oui, le délai minimal d'exploitation est en effet porté à 15 ans au lieu de 5 dans le cadre des opérations de construction, de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Et puis, le délai de 15 ans s'applique donc aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux constructions d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances dont les fondations sont achevées à compter de 2019. Et dernier point avec vous, Sophie, il concerne la réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le logement social. Oui, pour les investissements dans les DOM, cet avantage devait s'éteindre le 31 décembre 2017. Il a fait l'objet d'une prorogation temporaire pour les opérations réalisées jusqu'au 24 septembre 2018. Il reste applicable aux investissements réalisés jusqu'en 31 décembre 2025 dans les collectivités d'outre-mer. Alors, pour les immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018, le délai de mise en location des logements est porté à 12 mois à partir de l'acquisition ou de l'achèvement, au lieu de 6. D'accord, très bien. Et un dernier mot? Oui, enfin, pour les travaux achevés depuis le 1er janvier 2019, l'avantage fiscal est étendu aux travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux réalisés en dehors de toute opération d'acquisition. Et pour le calcul de cette réduction d'impôt, les dépenses sont retenues dans la limite de 50 000 € et le taux de la réduction d'impôt est de 50%. Merci beaucoup, Sophie, pour ce décryptage. La réduction d'impôt sur le revenu Pinel, le pacte Dutreil, l'impôt sur la fortune immobilière et enfin l'abus de droit, 4 dispositifs modifiés par la loi de finances pour 2019. Pour nous en parler, nous accueillons Françoise Soulet. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors Françoise, vous souhaitez aborder dans un premier temps la question du dispositif Pinel, dispositif qui fait l'objet de plusieurs modifications. Oui, effectivement, la loi de finances pour 2019 étend le champ d'application de la réduction Pinel. Donc elle va s'appliquer dorénavant aux logements qui sont situés en centre-ville de communes qui ont besoin d'être réhabilités. Et la loi de finances, on en reparlera, apporte également d'autres modifications, cette fois-ci au dispositif existant. Alors, quelles sont plus précisément les communes qui deviennent éligibles à la réduction Pinel? Alors, la réduction Pinel va s'appliquer dorénavant à des logements qui sont situés dans des communes qui ont un fort besoin en réhabilitation. Ce sont des communes qui font partie du plan Action Cœur de Ville. Et également des communes qui sont signataires d'une convention d'opération de revitalisation du territoire. Donc ça, ce sont des champs géographiques qui sont issus de la loi Elan dont on a parlé tout à l'heure. La liste de ces communes sera fixée par arrêté. Donc c'est vraiment un zonage différent du zonage existant qu'on connaît actuellement, effectivement. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes qui vont être liées à la nature des travaux à réaliser? Effectivement, on vient parler de réhabilitation. Donc la réduction Pinel va s'appliquer à des logements qui ont fait ou qui vont faire l'objet de travaux de rénovation ou à des locaux qui n'étaient pas des logements au préalable et qui vont être transformés en logements, justement. Donc ça, c'est une nature de travaux différente. Autre contrainte par rapport aux travaux, c'est que le montant des travaux va devoir être au minimum de 25% par rapport au prix-coût total de l'opération. Donc un minimum de 25% et travaux facturés par une entreprise, c'est une obligation. Alors les modalités d'application seront précisées par arrêté, mais les modalités de calcul devraient être à peu près similaires à celles existantes. Donc là, on ne devrait pas avoir de surprise, mais on attend les précisions quand même. D'accord. La loi de finances apporte également des aménagements aux dispositifs existants et plus précisément au zonage actuellement en vigueur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Françoise? Oui, alors on a dit que le zonage du nouveau dispositif était différent. Donc on revient là dans le zonage que l'on connaît dans le Pinel. Et depuis les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2018, les zones B2 et C ne sont plus éligibles au Pinel, sauf mesures transitoires. Il y avait une mesure transitoire qui a été prise pour les logements qui sont acquis en état futur d'achèvement, à condition, ils étaient toujours éligibles en 2018, à condition qu'il y ait eu un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et que l'acte définitif soit signé avant le 31 décembre 2018. Cette dernière date est reportée de quelques semaines et fixée au 15 mars 2019. Donc ça, c'est la première disposition qui a été prise concernant ce zonage. Deuxième mesure prise concernant le zonage du Pinel existant, c'est que pour préciser, la réduction s'applique en fait depuis le 1er janvier 2017 aux logements qui sont situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation du site de défense. Seulement, la plupart de ces contrats ont expiré entre 2012 et 2014, donc ce qui rend en fait le dispositif inopérant. Donc le texte légal a été modifié
de façon à ce qu'on puisse appliquer la réduction Pinel à des communes dont le territoire a été couvert par ces contrats dans les 8 ans qui ont précédé l'investissement. Autre précision donc apportée, toujours au dispositif Pinel existant, concerne l'encadrement des frais et commissions qui sont imputés par les intermédiaires lors des transactions. Alors là aussi, le décret n'est pas publié à ce jour. Donc la mesure ne s'applique pas, mais elle est toutefois précisée dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Elle est précisée en ce qui concerne certaines notions, c'est-à-dire l'estimation de ces frais doit figurer dans l'acte de réservation. Le montant exact des frais et commissions doit figurer dans l'acte définitif, donc l'acte d'acquisition. Une amende est prévue si jamais ces frais sont supérieurs au plafond. Alors ce plafond, il est fixé à un pourcentage du prix de revient, en principe, mais comme je le disais, on ne le connaît pas parce que le décret n'est pas encore publié. Décret à suivre. À suivre, exactement. On quitte le Pinel. La loi de finances modifie un autre dispositif, le pacte Dutreil-Transmission. Alors qu'une réforme en profondeur du régime était espérée, ce dispositif est modifié à la marge. Oui, à la marge, certes, mais enfin, on ne va pas... Les mesures qui sont prises sont quand même intéressantes. Donc, on va s'y attarder. Peut-être un petit rappel concernant le pacte Dutreil. Les titres qui sont compris dans un pacte bénéficient au jour de la transmission d'une exonération à hauteur de 75% de leur valeur. Donc, pour cela, 2 notions qui sont importantes de définir ici pour peut-être mieux comprendre les mesures qui vont venir. C'est que dans le cadre de ce pacte Dutreil, il faut qu'il y ait un engagement collectif de conservation des titres qui soit pris pour une durée de 2 ans par au moins 2 associés actuellement, et engagement collectif qui sera suivi par un engagement individuel pris par les bénéficiaires de la transmission. Engagement individuel d'une durée de 4 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les aménagements apportés vont dans le sens d'un assouplissement du dispositif? Oui, absolument. À l'exception d'une d'entre elles qu'on verra tout en dernier, on va donner une priorité aux mesures qui assouplissent en fait le régime. Et la première de ces mesures, c'est la possibilité qui est donnée maintenant à un associé, à condition qu'il remplisse les conditions de l'exonération, de conclure seul un engagement collectif. Je viens de le dire à l'instant, normalement l'engagement collectif, il devait être signé par 2 associés au moins. Là, un seul associé pourra, s'il remplit les conditions, conclure l'engagement. C'est une avancée. C'est possible dans le cadre de toutes les sociétés, et y compris bien sûr les sociétés unipersonnelles, mais dans le cadre de toutes les sociétés. C'est relativement large, à condition que l'associé remplisse les conditions, bien sûr. Très bien. Autre modification, les seuils de détention requis pour bénéficier de l'exonération partielle sont abaissés. Oui, sont abaissés. Alors, parmi les conditions d'application du pacte Dutreil, il y a cette condition des seuils de détention requis. Donc là, ils sont fixés maintenant. Alors, selon qu'on est en société cotée ou non cotée, on va avoir des pourcentages différents et on va distinguer les droits financiers et les droits de vote. Donc, pour les sociétés cotées, c'est 10% de droits financiers et 20% de droits de vote. Et pour les sociétés non cotées, on est à 17% et 34%. Voilà, donc ça, des seuils abaissés. Là aussi, c'est un assouplissement, une avancée. La mesure suivante est en faveur des schémas de transmission d'entreprises familiales. Oui. Alors, le fameux FBO ou Family Buyout. Donc, c'est vrai que là, j'ai présenté tout à l'heure engagement collectif, engagement individuel. Et c'est vrai qu'une fois la transmission effectuée, les bénéficiaires, les héritiers, donataires, légataires doivent prendre l'engagement de poursuivre l'engagement collectif en cours et prendre l'engagement individuel de conserver les titres qu'ils ont reçus. Au cours de cet engagement individuel, on leur accordait toutefois la possibilité d'apporter les titres à une société holding ou de faire une donation en ligne directe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet apport de titres à une holding, parce que c'est une mesure qui avait été prise en faveur des schémas de transmission familiale, justement. Je ne vais pas développer le family buyout, ce serait un peu trop long, simplement pour dire que la restriction qu'on leur faisait, c'est-à-dire on ne leur donnait pas la possibilité d'effectuer l'apport à la holding tout de suite après les transmissions. Ils ne pouvaient pas le faire durant l'engagement collectif qui était encore en cours. Donc ça, c'était une restriction. C'est levé aujourd'hui, donc assouplissement de la loi de finances, ils peuvent effectuer l'apport dès la transmission en cours d'engagement collectif ou en cours d'engagement individuel. Donc là, c'est une avancée, oui. Et il est également possible d'apporter à la holding les titres d'une société interposée? Oui, effectivement. Ça, c'est une nouveauté. On s'aligne en fait sur le régime droit commun et c'est bien. Ce que je voudrais rajouter juste sur ce point-là, c'est que pour tout apport à la holding qui est fait, apport de titres donc détenus par le bénéficiaire de la transmission,
On a modifié, enfin la loi de finances a également modifié les conditions. Donc tant au niveau de l'actif de la holding que de ses actionnaires. Donc c'est aussi plus souple, puisque l'actif de la holding doit être détenu au moins à 50% de participation dans la société cible. Et les actionnaires de la holding doivent être à 75% détenus par les personnes soumises aux engagements collectifs et individuels. Donc là, c'est plus souple aussi. On est dans l'assouplissement. On reste dans l'assouplissement. Absolument. Et donc, autre assouplissement, si les bénéficiaires de la transmission cèdent leur titre, la remise en cause de l'exonération n'est plus totale. Oui, absolument. Alors, on revient toujours à mon engagement collectif, Marianne. Je vous dis, on a la transmission, on a l'engagement collectif que l'on doit poursuivre. Au cours de cet engagement collectif-là, les bénéficiaires de la transmission, héritiers, donataires, légataires, ne pouvaient pas céder les titres sous peine de remise en cause de l'exonération partielle. Les céder ou les donner, d'ailleurs. Donc, ils peuvent toujours pas. Ils peuvent toujours pas. Il y aura toujours remise en cause. Mais celle-ci ne sera plus totale. Elle sera seulement à hauteur des titres qui sont cédés ou donnés, alors que l'administration remettait l'exonération en cause pour sa totalité. Bon, il faut pour cela que les seuils de détention soient toujours respectés, mais c'est possible. Enfin, c'est limité. L'engagement collectif réputé acquis est étendu au titre de holding. Oui, alors qu'est-ce que ça implique, ça? Oui, alors qu'est-ce que c'est peut-être l'engagement collectif réputé acquis? L'ECRA. Alors, on a vu que normalement, il faut que le pacte soit signé avant la transmission. Ce n'est pas toujours le cas. On va accorder quand même l'existence d'un engagement, d'un pacte, ou le bénéfice de l'exonération partielle, même quand le pacte n'a pas été signé antérieurement à la transmission, sous réserve de certaines conditions. Ce système s'appelle l'engagement collectif réputé acquis. Parce qu'au jour de la transmission, parce que les conditions sont réunies, on va réputer l'engagement collectif acquis, l'ECRA. Il est ouvert aux concubins notoires, c'est la nouveauté, et il est étendu au titre de société interposée. Très bien. Françoise, vous avez souhaité nous préciser 3 autres modifications, mais sans les développer. On vous écoute. Alors, 3 autres modifications, 2 mesures qui sont toujours des mesures d'assouplissement. C'est que les offres publiques d'échange préalables à des opérations de fusion et de scission ne remettent pas en cause l'exonération. C'est la première mesure. Et la seconde mesure d'assouplissement concerne les obligations déclaratives qui sont assouplies à la charge uniquement maintenant du bénéficiaire et en début et en fin de régime. Donc l'obligation de fournir l'attestation annuelle qu'il y avait est supprimée. D'accord. Et dernière mesure, je voulais finir par celle-là. Oui, on sort de le suspense, c'est total, parce que là, on sait qu'il n'y a pas d'assouplissement. On a beaucoup parlé d'assouplissement, on arrive à la restriction. Donc la mesure restrictive concerne les sociétés interposées. Elles ont l'obligation de conserver leur participation inchangée à chaque stade pendant le cours des engagements collectifs et individuels. Très bien. Donc ça, c'est... Certaines de ces modifications sont susceptibles de bénéficier au Dutreil ISF. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquelles? Oui, alors Dutreil ISF, toujours, vous savez que nous en avions parlé ensemble, l'ISF a été supprimé et remplacé par l'IFI, mais le pacte Dutreil ISF demeure pour les pactes en cours d'aujourd'hui. Et certaines de ces mesures qui sont prises dans le cadre du pacte Dutreil Transmission vont bénéficier au Dutreil ISF. Il s'agit des apports des titres à une holding, pour le fameux schéma Family Buyout, les apports des titres à une OPE sans remise en cause de l'exonération, les titres transmis par les bénéficiaires au cours de l'engagement collectif avec une remise en cause cette fois-ci partielle, et puis la simplification des obligations déclaratives. Très bien, merci Françoise. Autre sujet abordé, celui de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. On en parlait. Impôt, rappelons-le, créé par la loi de finances pour 2018 et précisé par la loi de finances pour 2019. Oui, alors ce sont des aménagements qui sont ponctuels quand même. Donc je ne vais pas refaire le débat. Mais concernant le champ d'application de l'IFI, on a vu qu'il est limité maintenant aux biens et droits immobiliers, mais également aux titres qui sont représentatifs de biens et droits immobiliers. Pour déterminer la valeur que l'on va inscrire à l'actif de l'IFI, la valeur de ces titres, il faut effectuer une valorisation, évidemment. Et il y a des règles d'évaluation spécifiques qui ont été établies dans le cadre de l'IFI, et notamment l'instauration d'une clause anti-abus. C'est-à-dire que pour évaluer ces titres, la loi exclut certaines dettes qui sont contractées par la société dont le redevable de l'IFI détient des titres. Voilà. Ces dettes, ce sont celles qui sont contractées pour l'acquisition de biens et droits immobiliers.
Alors la loi étend ces dettes à celles qui sont contractées pour l'acquisition de titres. Et cette extension vaut aussi pour les prêts qui sont contractés par le redevable directement pour l'acquisition de titres de société. Donc ça, c'est la nouveauté. Et vont s'appliquer aussi à ces dettes les règles de déduction qui sont appliquées au remboursement in fine. Donc ces prêts qui sont contractés et qui répondent à des conditions particulières, donc les règles sont adaptées aussi à ce niveau-là. Deux précisions qui ont été apportées également par la loi de finances pour 2019 concernant la réduction pour dons. Donc là, l'administration va pouvoir utiliser la procédure de contrôle sur place dans le cadre de la réduction pour dons, qui va lui permettre de vérifier les montants qui sont portés sur les reçus fiscaux, savoir si ces montants correspondent en fait aux montants perçus par les organismes. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose concerne les règles contentieuses. Ces règles contentieuses qui sont appliquées à l'IFI sont celles qui sont appliquées au droit d'enregistrement. Voilà pour les deux dernières précisions que je voulais apporter concernant l'IFI. Donc vous avez la parole. Françoise, vous avez souhaité, pour terminer, aborder un dernier sujet, c'est celui de l'abus de droit et de la nouvelle définition introduite par la loi de finances. Oui, alors la loi de finances pour 2019 a réussi cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce qu'il y avait déjà eu plusieurs tentatives au préalable, d'élargir la définition de la notion d'abus de droit. Donc il y a un nouvel article qui est inséré dans le livre des procédures fiscales, qui est l'article L64A, et qui donne une définition plus large. Donc la procédure de droit commun que l'on connaît aujourd'hui demeure, à savoir qu'on a un abus de droit par fictivité juridique, ça ne change pas, un abus de droit par fraude à la loi, avec un montage ayant un but exclusivement fiscal, et c'est dans cette dernière branche relative à la fraude à la loi que la loi de finances pour 2019 introduit une nouvelle définition. Et pour qu'il y ait abus de droit selon les nouvelles dispositions, il faudra deux critères cumulatifs. Donc, un premier critère qui est toujours un critère objectif et déjà existant, qui est l'application littérale de la loi contraire à l'intention du législateur. Et un second critère qui est cette fois un critère objectif, qui est la poursuite d'un but non plus exclusivement fiscal, mais principalement fiscal. Et c'est là toute la nouveauté, quand même. Une précision concernant l'entrée en vigueur, parce que c'est important, on va avoir une année de réflexion et de répit, c'est que cette nouvelle procédure s'applique aux rectifications de tous impôts notifiés à compter du 1er janvier 2021 et concernant des actes qui sont passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Alors Françoise, cette nouvelle définition est une vraie source d'inquiétude pour les praticiens. En pratique, quelles sont les réelles conséquences ? Disons que l'appréciation du motif principal est une question extrêmement subjective. Donc la question est de savoir quelles vont être les opérations qui risquent d'être concernées par cette nouvelle procédure. Donc on peut penser à la donation en nue propriété, à la donation avant cession, au changement de régime matrimonial et point de suspension. Donc, je voulais apporter trois précisions concernant cette nouvelle procédure. Une précision concernant les sanctions, c'est que le nouvel article L64A du LPF n'entraîne pas l'application de majoration spécifique. Toutefois, l'administration pourra majorer le montant de l'impôt exigible de 40% pour manquement délibéré ou de 80% pour manœuvre frauduleuse. Autre chose, en cas de désaccord donc sur les rectifications notifiées, le redevable ou l'administration peut demander l'avis au comité d'abus de droit fiscal. Et puis, si la personne ne veut pas prendre trop de risques, elle peut, avant de réaliser son opération, demander l'avis de l'administration par la procédure de rescrit. Donc ça, c'est un parachute, je dirais. Mais, et comme l'a très justement fait remarquer Serge Anouchian, que je me permets de citer, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ce sera le mot de la fin ? Oui, c'est le mot de la fin. Très bien. Merci Françoise pour ce point très complet. Merci Marianne. C'est la fin de ce numéro spécial loi de finances dédié à la fiscalité des particuliers et du patrimoine. Merci de votre attention et rendez-vous très prochainement pour un autre numéro spécial consacré cette fois à la loi de financement de la sécurité sociale en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire, bien sûr.